Et coucou YouTube, on se retrouve pour ce petite session de lecture spéciale Iluga. Cet enfant, bien sûr, qui éclaire le chemin devant nous, bien sûr, le gardien de lumière. Ah, la petite musique du trailer de Kolomina. C'est peut-être un peu plus fin. Ok, donc c'est parti. Info personnage. Le printemps à notre kraï est impitoyable. Contrairement aux terres du Nord où la neige recouvre le sol la majeure partie de l'année et n'accorde jamais la moindre illusion à la vie enfouie dans ses entrailles, le printemps à notre kraï est cruel, donnant aux âmes de faux espoirs. Alors que l'hiver mordant dessert son étreinte et que le givre fond dans la terre assoiffée, les graines enfouies depuis l'année passée s'abreuvent à nouveau dans ce sol doux et humide. Elles aperçoivent la chaleur et s'éveillent, s'imaginant que l'ennemi qui a brisé leurs tiges et leurs feuilles a enfin disparu avec le temps qui passe. Porté par cette promesse éphémère, chaque jeune pousse s'efforce désespérément de percer la terre craquelée et s'obstine pour goûter à nouveau le souffle oublié de l'air frais. Mais ce n'est que mensonge, un piège tissé pour les imprudents. Une nuit de gel printanier survient et balaie tout sur son passage, anéantissant tous leurs efforts. Elle ne laissa derrière elle qu'un paysage de vide, désolé, brisé et stérile. Le printemps à notre kraï est sournois. Même mais si une plante parvient à survivre au vent et au gel implacable, à cette rudesse dont la terre elle-même semble lasse, alors même la plus modeste des glacelets d'hiver arrive à trouver sa propre lumière dans un monde renaissant. C'est une récompense pour la résilience, ou peut-être pour le courage, bien que les deux ne fassent souvent qu'un. C'est peut-être pour cette raison que les gardiens de lumière de notre kraï se comparent souvent aux glacelets d'hiver. Pourtant, ceux qui endurent le froid glacial et survivent au début du printemps sont rares. Contrairement à cette herbe, Ilogai qui a grandi au pied du phare a toujours rêvé de devenir la lumière du soleil. Dans un autre conte, murmuré chez les gardiens de lumière peu connu au-delà de leur cercle, un oriole avec une braise dans son bec prend son envol dans la nuit, traversant le ciel telle une étoile filante. Sa paille incandescente apporte la lumière du jour. Iloga n'a jamais dit au vieux Nikita qu'il préférait cette histoire. Alors, histoire de personnage 1. Mon dieu. Oh la vache. On va avoir plus de salive. Hein. Allez, on y va. Accompagné par le joyeux son de la corne du navire, le paquebot glissa lentement vers le nouveau port du village de Nacha. Avant même que les officiers portuaires n'aient pu commencer à vérifier le registre des arrivées, les passagers débarquaient déjà à terre en un flot continu. Bien sûr, les procédures d'entrée n'étaient guère plus qu'une simple formalité. Notre kraï était un paradis pour les vagabonds. Ses portes restaient toujours ouvertes à quiconque choisissait d'y frapper, sans distinction de richesse ou de statut. Pourtant, cette fois-ci, quelque chose était différent. Lorsque le superviseur du port, d'ordinaire si distrait, arriva enfin, un couple se trouvait encore à bord du navire. Vous attendez quelqu'un? Le superviseur du port s'avança, pensant que le couple avait peut-être rencontré des difficultés. Oh non, pas du tout, nous pensions simplement que quelqu'un devait inspecter nos documents d'entrée. Ma femme craignait que partir de nous-mêmes ne perturbe le travail du port, mais on dirait que nous avons finalement attendu assez longtemps pour que vous arriviez. Le mari parlait tandis que son épouse se tenait en retrait derrière lui, comme si elle n'était pas encore habituée à vivre au grand jour. Peut-être s'agissait-il d'un jeune couple peine à rejoindre les deux bouts, leurré par les vantardises incessantes des marins et résolu à quitter sa patrie en quête d'une nouvelle vie? Ou peut-être qu'il était-ce un jeune homme sans le sou et une demoiselle de bonne famille ayant fugué sur le navire à passagers pendant de la nuit pour défier les conventions sociales? La vérité importait peu. À notre kraï, personne ne pose de questions sur votre passé. Une fois l'enregistrement terminé, le superviseur du port regarda leur silhouette s'éloigner. Un sentiment tenu et indéfinissable lui étreignait la poitrine. Pour les gens ordinaires, gagner sa vie de façon stable à notre kraï avait longtemps été un luxe inaccessible. Pourtant, par chance, les temps avaient changé pour le mieux.
La chasse sauvage, qui avait si longtemps menacé la région, n'avait pas lancé d'assaut de grande envergure depuis des décennies. La terreur qu'elle inspirait jadis ne subsistait qu'à travers des souvenirs fragmentés, dilués par le temps et par la disparition de ceux qui en avaient été témoins, jusqu'à n'être plus que de sinistres légendes murmurées dans les tavernes rurales. Ils s'installeraient ici, bâtiraient peut-être un foyer, peut-être même un enfant, sans risquer de leur vie. Ils pourraient jouir d'une existence bucolique, presque idyllique, mais ces jours dureraient-ils vraiment pour toujours? Le désastre frapperait toujours sans prévenir. Lorsque Iloguin se réveilla, seule une mer de flammes l'accueillit. Si c'était du feu, alors elle aurait dû être rouge. Pourtant, ce qui l'encerclait, c'étaient des murs de rideaux d'un noir de jais ou de jaillisse, qui bondissaient et se tordaient comme des flammes. Il se souvenait, il se souvenait avoir entendu parler d'un feu noir comme celui-ci dans les vieux contes, des histoires racontées au son des loups hurlant à l'extérieur des fenêtres de lui, des histoires qui avaient façonné ses premiers cauchemars. Peut-être que ce ne furent que pas des cauchemars après tout. Peut-être que les cauchemars n'étaient que des vérités que la réalité refusait de prononcer à voix haute, révélées sans le moindre déguisement. S'il avait été un enfant ordinaire, il aurait sans doute fondu en larmes à ce moment-là. Mais Lougain se souvint de ce que sa mère lui avait dit après lui avoir raconté l'histoire du feu noir. Il ne devait pas pleurer. Sinon, les monstres qui prenaient les vies le trouveraient. Effectivement, les pleurs et les cris autour de lui se turent bien vite. Il pensait que cela signifiait que tout le monde avait été emporté par les monstres. Combien de temps ce silence de mort avait-il duré? Il n'aurait su le dire. Peu à peu, Iluga commença à percevoir de faibles sons fragmentés dans l'obscurité comme des murmures des enfers. Ces sons s'évanouirent bientôt à leur tour. À leur place, le rythme lourd de pas précipités et avec eux la lumière se déversant au milieu du vacarme. Pauvre petit, tu trembles tellement. Cet endroit n'est pas fait pour un enfant. Il n'y a que la chasse sauvage qui rôde et rien de vivant aux alentours. Elle a vraiment été courageuse. Elle s'est sacrifiée pour son enfant. Un enfant qui a survécu à tout ça deviendra fort. Perdre ses parents et tout ce qu'il possédait, hormis son propre corps, Iloga eut moins l'impression de subir une tragédie que d'un réveil après un rêve d'une autre vie. Avait-il vraiment survécu à cette catastrophe? En vérité, il ne parvenait même plus à se souvenir des noms de ses parents. Peut-être que la chasse sauvage avait-elle effacé bien plus que l'endroit qu'il appelait autrefois sa maison. Peut-être qu'elle avait-elle également balayé en passant son ancienne vie, ne laissant derrière elle qu'un vide impossible à combler. Et pourtant, avec le temps, même les blessures les plus profondes finissaient par cicatriser. Heureusement, il se trouvait à notre rail, une terre où personne ne vous demandait d'où vous veniez. Eh ben. Bah, de toute façon, depuis la quête du serpent immortel, avec où ça ressassait un peu le passé le gars, où il avait entrepris deux expéditions, je crois, où ces deux expéditions, tout ont des morts sauf lui. Ça peut vraiment forger un enfant, quitte à même oublier le nom de ses parents ou même comment revenir dans sa première maison, hein, puisque l'impact mental a été dévastateur, hein, que le subconscient préfère oublier pour le présent. Histoire 2. Par rapport à l'agitation bruyante du village de Nasha, Pyramida, perché au sommet des collines, ressemblait davantage à une forteresse militaire. Construite autour d'une tour imposante, la ville se dressait comme un guerrier solitaire dans la plaine, veillant en solitaire sous le ciel bleu clair. Hormis les quelques marchands qui venaient occasionnellement livrer les provisions indispensables, la plupart des résidents de la ville étaient des gardiens de lumière. Après tout, hein, ce fut ici qu'Iloga connut une période de rare tranquillité. Le gardien de lumière qui l'avait tiré ses cendres du grand incendie se nommait Nikita. Il venait tout juste de prendre la relève sur le poste de Starshina, donc le chef en autre. Enfin, prendre la relève n'était pas très exact,
car la tâche qui l'attendait revenait à rebâtir les forces de Zéro. Après tout, seule une poignée de gardiens de lumière avaient survécu à la grande bataille précédente. Pourtant, après avoir duré une telle catastrophe, les habitants de l'île de Lempo finirent par comprendre que les récits terrifiants transmis par leurs ancêtres n'étaient pas de simples mythes sans fondement. De nombreux jeunes gens déterminés se présentèrent pour rejoindre les rangs de ceux qui montaient la garde au cœur de la longue nuit. Les gardiens de lumière, nouvellement recrutés, appelaient affectueusement Nikita le Vieux, bien qu'il ne fût guère âgé. C'était un âge moyen tout au plus, marqué par de longues années d'épreuves. Réfléchi et perspicace, il semblait toujours savoir placer chacun là où il devait être, leur donner un sentiment d'utilité ou qui les incitait à rester chez les gardiens de lumière. Une organisation qui exigeait de ses membres qu'ils abandonnent une vie confortable et s'exposent constamment au danger. Une organisation qui n'offrait guère plus que l'honneur en retour. C'était tout simplement un miracle. Cependant, tout cela n'avait pas grand-chose à voir avec le jeune Iluga pour l'instant. Durant les 2 premières années, Nikita s'occupa lui-même d'Iluga. Il n'était pas très doué pour enseigner les subtilités de la vie quotidienne, principalement parce qu'il n'en connaissait pas beaucoup lui-même, mais il transmit à Iluga un grand savoir en matière de combat. Pister les mouvements des bêtes sauvages, aller les prendre pas surprise pour leur porter un coup fatal. Iluga apprenait vite. Quand il se concentrait sur le combat devant lui, les cauchemars ne semblaient plus capables de le rattraper. Cependant, peu de temps après, estimant peut-être qu'il rendait un mauvais service aux enfants, et alors que les devoirs militaires devenaient de plus en plus exigeants à mesure que les rangs s'élargissaient, Nikita décida d'installer les orphelins de guerre qui avaient trouvé refuge à Pyramida dans une résidence séparée et de désigner des gardiens consacrés à veiller sur eux. De tous les enfants, Iluga était le plus âgé. Il pouvait donc se déplacer librement dans la ville sans surveillance des adultes. Les gardiens de lumière étaient comme une grande famille, et parmi eux, nombreux étaient les oncles et tantes qui prenaient soin de lui comme si c'était leur propre enfant. Pourtant, Iluga gardait une distance prudente face à cette bienveillance. À part les aider à s'occuper des plus jeunes, il passait la majeure partie de son temps libre seul dans la salle d'archives des gardiens de lumière, se perdant dans les piles de documents ennuyeux. Ouais, parce que du coup, ça, en fait, et c'est un peu ce que j'avais reproché aussi sur la quête du serpent immortel et du passé Iluga, mais dans un sens c'est compréhensible, c'est qu'à chaque fois qu'il commençait à avoir une certaine affiliation avec des personnes, à chaque fois elle mourait. Et donc en fait, lui il pensait juste qu'il était maudit, que ce faisant, il préfère toujours s'isoler ou s'occuper des choses tout seul. Sinon ses camarades mourront. Enfin, pour lui, c'était ça, et c'est pour ça que c'était un petit garnement qui méritait des claques. Ces archives, bien sûr, étaient remplies de récits de héros. Je sais plus où j'en suis. Oui, j'en suis là. Mais pas un seul ne s'achevait par un triomphe. À la fin de chaque entrée, la même phrase apparaissait. Cet illustre gardien de lumière a donné sa vie pour protéger son foyer. Foyer? Gloga reculait instinctivement devant cette simple idée. En vérité, il considérait cet endroit comme son foyer depuis bien longtemps. Il n'avait jamais prononcé ce mot à voix haute, comme s'il en refusait à l'effleurer. Il pouvait d'une certaine manière duper le monde. Oh. La majeure partie de l'année, la vie dans la cité de Pyramida était un exercice d'austérité, surtout pour les enfants qui n'y trouvaient guère de nouveautés ni de joie. Ce n'était que lors des banquets organisés dans la salle de festin tout en haut de la forteresse que les gardiens de lumière en poste à d'étrangers revenaient au château, donnant un soupçon de gaieté à cette citadelle sinistre d'habitude. En ces occasions, les enfants les plus âgés donnaient un coup de main dans les cuisines. Pour eux, l'intérêt principal d'un banquet résidait dans la possibilité de goûter des mets délicats, rarement servis au quotidien. Et le gars ne faisait pas exception. Les gardiens de lumière de retour rapportaient des ingrédients de contrées lointaines, et sous la houlette des cuisinières, il acquit lui-même bon nombre de compétences culinaires. Selon les règles établies par le Starshina, les enfants n'avaient pas le droit de s'asseoir à table qu'une fois que le banquet des adultes Les enfants n'avaient le droit de s'asseoir à table qu'une fois le banquet des adultes terminé. L'explication de Nikita était simple. Les enfants n'ont pas le droit de boire. Une raison qui ne pouvait duper que les enfants, d'après Luga.
Après tout, pouvait difficilement être encore considéré comme tel. Un jour, profitant d'un moment d'inattention des adultes, il se glissa dans la salle, curieux de découvrir les mets délicieux qui en leur cachaient. À la place, il trouva des adultes en larmes devant leur verre, tellement perdus dans leur chagrin alcoolisé qu'aucun d'entre eux ne remarqua sa présence. Les banquets n'étaient-ils pas censés être des occasions de réjouissance? Pourquoi tout le monde semblait-il aussi triste? Iloga gardait ces questions enfouies au plus profond de son cœur. Le temps passa, jour après jour. Pour des raisons qu'il ne pouvait nommer, les banquets commencèrent à se tenir de plus en plus fréquemment. Pourtant, les adultes ne montraient aucun signe de joie. Au contraire, leur mélancolie devenait de plus en plus difficile à se dissimuler. Mais Miluga commença à sentir quelque chose qui n'allait pas. L'oncle de la salle des archives, qui lui donnait toujours une part de tarte au lacabais, n'était jamais réapparu après le fin d'hiver. La tante qui lui avait appris à faire du pain près du four fut, un jour, soudainement remplacée par un jeune homme qui ne le connaissait pas. Oh non, tout l'entourage qui, encore une fois, il essayait de euh, quotidiennement avoir une certaine affiliation avec la personne sont mortes en fait. Il avait posé des questions aux adultes une ou deux fois, mais les réponses qu'il recevait restaient toujours vagues, s'évanouissant avant même de prendre forme. Lors du quatrième banquet de cette année-là, le manque de personnel en cuisine était devenu si important qu'Iluga fut chargé de diriger les enfants dans la préparation des entrées. Cette fois, il put enfin entrer dans la salle au début du banquet. Tout était silencieux. Portant un plateau, Iluga vit les gardiens de lumière alignés au rang solennel, levant leur coupe vers le ciel en une offrande muette. Le craquement sec de la porcelaine se brisant contre le sol rompit le silence. En cet instant, tout devient clair pour lui, et les lames jaillirent avant qu'il ne puisse les retenir. Dans la grande hall, au sommet de la cité de Pyramida, les festivités se tiennent souvent en termes de victoire amère. Les adultes avaient minutieusement façonné une fragile coquille de papier de colle, espérant protéger les enfants d'une cruelle réalité. Pourtant, les taches de sang de cette réalité avaient fini par s'infiltrer, inaperçues de l'autre côté. Peut-être qu'Iluga l'avait compris depuis longtemps, mais il avait été témoin de scènes bien plus cruelles, rejouées dans chaque cauchemar inattendu. Il pensait qu'en se cachant dans l'obscurité, comme il l'avait fait autrefois, il pouvait tenir des monstres à distance, jusqu'à ce qu'il remarque que le sable qu'il serrait si fort n'avait jamais cessé de glisser entre ses doigts. Un jour, le sable s'épuiserait complètement, tout comme les cauchemars finiraient par le rattraper. Avant que ce jour n'arrive, il devait faire quelque chose, n'importe quoi, pour ralentir la perte du sable, ne serait-ce qu'un peu. Ce fut ainsi qu'il prit enfin sa décision. Un étrange sentiment de soulagement l'envahit tandis qu'il se dirigeait vers le poste de commandement de Nikita. Histoire 4. Tard dans la nuit, le poste de commandement du Starshina Nikita était encore bien éclairé. On avait l'impression que les gardiens de lumière n'apparaissaient qu'après la tombée de la nuit, comme ils n'avaient pas besoin de dormir. C'était évidemment un malentendu. En vérité, en tant que Starshina, Nikita avait établi un planning de patrouille nocturne méticuleusement équilibré, faisant tout son possible pour que chacun bénéficie d'un repos suffisant tout en demeurant apte au service. Nikita lui-même ne faisait pas exception. Ce n'était pas un homme connu pour s'épuiser à la tâche, ce qui le rendait cette scène d'autant plus inhabituelle. Sur le bureau de poste du commandement, des rapports soigneusement traités avaient été éparpillés sur le côté. Devant Nikita ne restait qu'une mince liasse de lettres. L'homme d'âge mûr aux larges épaules s'appuyait sur la table avec deux mains, sa posture trahissant un malaise certain. À cet instant, une lueur de flamme bleue spectrale se faufilait à travers le mur. Nikita n'aurait pas manqué de le remarquer, mais il semblait depuis longtemps habitué à ce genre de phénomène. Content de vous voir, Flint's. La prochaine fois, essayez de passer par la porte d'entrée. J'étais en patrouille, répondit la flamme spectrale en prenant une forme humaine. Il ignora la remarque et tira une chaise près du bureau avant de s'asseoir. Les lumières étaient encore allumées ici, alors je suis passé dire bonjour. En parlant des patrouilles, j'ai bien peur que vous deviez en assumer une plus grande partie de ces derniers temps, dit Nikita. Nous avons subi de lourdes pertes lors des batailles de cette année. Nos effectifs sont réduits. Si nous manquons de bras, c'est normal que je fasse ma part, répondit solennellement Flint's, bien qu'il n'ait jamais jeté un œil au planning des patrouilles.
Le recrutement se passe mal aussi? Après ces durs combats, beaucoup ont pris peur, dit Nikita avec un sourire amer. Ils étaient tous jeunes, avec un avenir radieux devant eux. Malgré tout, je n'ai eu d'autre choix que de les envoyer sur le champ de bataille. C'est peut-être le fardeau que doit porter un Starshina, dit Flintz. Difficile de savoir s'il s'agissait de paroles de consolation ou d'un simple constat. Son regard glissa vers les lettres posées sur le bureau. Ce sont les candidats? Regardez, vous connaissez celui-là, dit Nikita en lui tendant la lettre. Iluga, murmura Flintz. Je me souviens maintenant, l'enfant que vous avez sauvé à l'époque. Je ne les ai pas ramenés simplement pour en faire quelques jeunes soldats de plus, dit Nikita. Ils méritent un meilleur avenir, pas de mourir sur un champ de bataille. Mais vous avez tout de même besoin de son aide, n'est-ce pas? Rétorqua Flintz. Comment se débrouille-t-il? Ses compétences en combat sont quasiment parfaites. Quand il affronte des monstres, on ne dirait même pas un enfant. C'est vous qui lui avez appris? Nikita se tut. Après un long silence, il poussa un profond soupir. Ah, j'aurais dû lui trouver un bon foyer, lui permettre de commencer une nouvelle vie, au lieu de le garder ici dans ce château, à suivre le même chemin que moi. Enfin, vous connaissez les gens du village de Nasha. C'est presque impossible de savoir comment ils sont vraiment. Qui peut affirmer qu'un citoyen d'apparence inoffensive n'est en réalité un habile imposteur? L'aube approche, je vais prendre congé, dit Flintz. Voyant que la réponse que Nikita cherchait se trouvait déjà dans son propre cœur, en se levant, il remit les lettres sur le bureau et quitta le poste de commandement. Cette fois, il sortit par la porte. En voyant quelqu'un sortir, le gars qui attendait devant le poste de commandement ressentit de la confusion. Quand cette personne était-elle entrée? Se pouvait-il qu'il ait raté sa venue parce qu'il avait somnolé devant la porte? Avant qu'Inuga ne puisse rentrer, le gardien de lumière lui approcha, prit la parole en premier. Entrez, le vieux vous attend, dit-il avant de disparaître dans la nuit. Dans le ciel à l'est, l'étoile du matin s'était déjà levée. Sur la terre enveloppée de ténèbres, les premières lueurs de l'aube étaient sur le point de rayonner. L'étoile du matin, c'était du cun. Ah, moi, ça me trigger l'étoile du matin. J'ai l'impression que c'est le soleil, mais sauf que pourquoi le Sphénès est référencé comme l'étoile du matin et Zongli aussi. Iluga réalisa enfin son souhait. Il avait rejoint les gardiens de lumière. Nikita n'était probablement pas assez cruel pour envoyer des enfants sur le champ de bataille, alors Iluga fut affecté à l'escouade logistique. Il ne lui fallut pas plus longtemps pour réaliser que son travail actuel n'était pas si différent de ce qu'il faisait avant de rejoindre les gardiens de lumière. Il avait envisagé de protester, de demander à être affecté au poste les plus dangereux. C'était seulement là que les capacités seraient vraiment mises à l'épreuve. Mais il resta finalement dans l'escouade logistique convaincu que le vieux avait ses raisons. Il avait envisagé au moins une chose avait changé. Il pouvait enfin ouvrir son cœur à tout le monde. Peut-être parce qu'il voulait s'accrocher un peu plus fort, parce que presque tous les habitants de Pyramida ressentirent la chaleur de sa bienveillance. Après tout, maintenant qu'il faisait partie des gardiens de lumière, n'était-il pas naturel de traiter ses collègues comme sa propre famille? Le travail logistique impliquait de nombreuses tâches, préparer les provisions, organiser les rapports, transmettre les messages. En peu de temps, il avait visité chaque avant-poste des gardiens de lumière. Grands et petits, tous les gardiens de lumière de notre kraï connaissaient ce jeune homme enthousiaste. Il s'efforçait également de se souvenir de chaque personne. Le sergent-major Maroshkin, strict et rigoureux. Olav, calme et posé. Ivar, toujours joyeux. Et Rollon. Même ceux qui n'avaient rencontré qu'une seule fois étaient traités comme des membres de sa famille. Dans son attention aux autres, il avait peut-être hérité de quelque chose de Nikita. Lors des missions, il préparait même le plat préféré de chacun. Chaque fois que quelqu'un mentionnait en plaisantant à moitié qu'il aimerait tel ou tel mets, une petite surprise de la part d'Iluga l'attendait toujours. Nombreux étaient les gardiens de lumière avec un passé douloureux, et d'une certaine manière, ils en étaient venus à combler les vides dans le cœur de ses collègues. Peut-être que le vide en lui-même commençait aussi à s'apaiser, peu à peu rempli par la présence d'une famille. Ceux qu'il chérissait lui demandaient souvent quels étaient ses plats préférés. Peut-être ne vaut-il pas que les autres se sentent obligés de lui rendre l'appareil, ou peut-être était-il tout simplement incapable de répondre lui-même. En tout cas, il esquivait toujours la question avec grâce, en détournant habilement la conversation. Malgré tout,
Pour le premier anniversaire de son arrivée chez les Gardiens de Lumière, tout le monde lui fit une surprise. Chacun apporta des ingrédients soigneusement soignés et le tout fut jeté dans une marmite. Rassemblés autour du feu, ils passèrent ensemble une nuit animée et joyeuse. Le lendemain, Iluga reçut son affectation à l'escouade d'enquête. Cela semblait presque naturel. Ses coéquipiers avaient confiance en ce jeune homme pour les mener vers un avenir radieux, tout comme Iluga leur faisait confiance en retour. Peut-être était-ce là aussi l'intention du vieux depuis le début. Ok, donc Laïdon, il me semble que c'est sa petite créature, mais j'en suis pas sûr, donc on va lire. À notre crail, le Kouvaki eut une influence unique sur l'évocation de nombreuses créatures, surprenant même les voyageurs les plus aguerris. Des bêtes qui foulaient le tonnerre crépitant avec des cornes flottantes, des fruits germant de racines végétales qui détalaient et se cachaient, et même des insectes colossaux qui n'existaient qu'aux temps anciens. Par rapport à tout cela, un rossignol qui scintillait constamment d'une lumière dorée n'est guère remarquable, n'est-ce pas? Iluga rencontra Aedon pour la première fois lors d'une mission périlleuse. Il s'était retrouvé séparé de toute son escouade et perdu dans l'étendue sans fin d'une forêt obscure. Avec le recul, il s'agissait probablement des illusions et des bruits de la chasse sauvage, car notre crâne ne possédait aucune forêt aussi profonde. Courant à travers les ténèbres, il poursuivit une faible lueur, et celle-ci le guida hors des bois. Ce n'est que lorsque le clair de lune perça la brume qu'il en découvrit la source, un oisillon cristallin radieux et pur. Depuis lors, le rossignol le suivait souvent à l'aider à résoudre d'innombrables problèmes. Où qu'il fût stationné, Iluga lui réservait toujours une place près de la porte. Pour Iluga, Aedon était un compagnon fiable. Même lorsqu'il apprit plus tard par Alien que l'oiseau avait autrefois appartenu aux forges torches Solové, il fut indifférent à ce fait. Les créatures sous la lune gardaient cette terre. Leur existence précédait même celle des gardiens de lumière. Bien avant que les humains n'y posaient des pieds, elles menaient déjà une lutte sans fin contre les ténèbres éternelles. Dans cette histoire du rossignol porteur de brindilles, le soleil qui illuminait le monde de mortels était en réalité formé d'innombrables oiseaux portant des mèches enflammées dans leur bec. Iluga avait le sentiment qu'Aedon était ce rossignol de l'histoire et qu'un jour, il deviendra aussi comme lui, un parmi d'autres. Et puis son œil divin, je présume que c'est grâce à son passé ou je sais pas. Oh putain, il est long son œil divin, what the fuck. Iluga se tenait devant la pierre tombale, s'attardant à cet endroit pendant un long moment. Le mois précédent, il avait connu une bataille acharnée. Ce qui devait être une enquête de routine vira au désastre lorsqu'une anomalie dans une ruine antique avait déclenché une ruée de la chasse sauvage qui déferla sur les régions septentrionales de Notkraï. Ce ne fut qu'après avoir déployé de nombreuses escouades et payé un prix fort que les gardiens de lumière parvinrent enfin à éradiquer les monstres. Nombreux civils innocents perdirent également la vie dans le chaos. L'escouade d'Iluga fut la première à découvrir l'anomalie et subit donc les pertes les plus lourdes. Leur chef, Olson, était mort héroïquement en leur permettant de battre en tête. De toute l'unité, seuls Iluga et Ivar avaient survécu. Le dernier fut ramené du champ de bataille par Olson en risquant de tout ce qu'il avait fait. À la fin, seul Iluga s'en sortit indemne. Bien sûr, il n'avait pas fui par lâcheté. Il était parti chercher des renforts pour sauver les blessés, laissant ses camarades derrière lui dans ce but précis. Mais ce n'était pas plus qu'un mensonge qu'il se racontait pour se voiler la face. Cette nuit-là, il avait entendu des voix familières et brisées murmurer depuis les ténèbres, comme pour se moquer de sa peur. S'il était resté, peut-être que davantage de personnes auraient survécu. Au moins, Olson ne serait pas... Après la mort, le Starshina Nikita scella l'accès à la falaise Kipumaki, source de la chasse sauvage, et interdit à quiconque de s'en approcher. N'ayant nulle part où apaiser ses doutes, Iluga ne pouvait qu'errer parmi les tombes de ses camarades morts au combat, cherchant des réponses qui n'existaient pas. Mais ce jour-là, il n'était pas seul. Monsieur Flintz, vous êtes venu vous rendre visite à vos camarades, vous aussi? Le Ratniki, stationné sur une île solitaire, n'appartenait à aucune escouade active. Il avait l'air de faire partie des gardiens de lumière depuis aussi longtemps que Nikita, et Iluga soupçonnait que lui aussi avait un passé douloureux, aussi mystérieux que lui-même.
Il repose ailleurs, répondit Flint. Ce cimetière a été construit pour accueillir ceux qui sont tombés au combat ces 10 dernières années. Le vieux m'a demandé de vérifier si quelque chose avait besoin d'être réparé ici. Je passe pas mal de temps parmi les tombes. Je suis un expert en la matière en quelque sorte. Nikita lui avait également demandé de garder un œil sur le jeune homme mélancolique, mais Flint garda cela pour lui. Iluga songea qu'il devait peut-être parler de ses tourments avec ce gardien de lumière expérimenté. Quelqu'un qui avait survécu à tant de batailles brutales pouvait sans doute être en mesure de répondre à ses doutes. Pourtant, même Iluga ne parvenait pas à vraiment mettre des mots sur ce qui le troublait. Peut-être n'avait-il besoin que d'un instant, de quelque chose pour confirmer la réponse qu'il avait déjà dans son cœur. Monsieur Flint, demanda-t-il en tant que gardien de lumière, qu'est-ce qui est le plus impardonnable? La témérité ou la lâcheté? Je crains que la question dont vous me parlez n'existe pas véritablement, jeune maître, dit Flint avec douceur. Rejoindre les gardiens de lumière est un soi et une preuve de courage. Si un gardien de lumière est intègre et droit, quelle raison aurait-il de douter que ses choix ont été faits au nom de la justice? De retour au cimetière, Iluga soumit cette demande pour prendre le commandement de l'escouade d'enquête. Ivar, estropié par ses blessures, ne pouvait plus combattre. L'escouade se résumait désormais à Iluga seul. Contrairement à sa candidature au gardien de lumière, celle-ci reçut une réponse rapide. Cette nomination était plus lourde qu'il ne l'avait imaginé. Lorsqu'il ouvrit la lettre, une pierre précieuse étincelante glissa à l'extérieur. Il avait déjà vu des pierres semblables en possession de Flint, et c'est seulement à ce moment-là qu'il commença à croire qu'à cette histoire qui lui avait autrefois semblé si invraisemblable. C'était bel et bien un cadeau du monde. La gemme pesait lourdement dans sa plume, tout comme la responsabilité qu'il s'apprêtait à endosser. C'est beau, hein. Et comme quoi que si les yeux divins proviennent de Célestien ou la bénédiction des archons, il n'aurait pas eu de pierre. Notre cher Iloga, si ça provenait des archons, puisque, bon, Columbina, c'est pas un archon, c'est une déesse. Donc si elle était aussi méchante que ça, Célestia, ils n'auraient pas donné leur bénédiction à autant de personnes. C'est héréditaire. Je sais pas. Ah oui, là, il n'y avait pas les répliques qu'il fallait là. Alors, ça. À propos de Flint's Drop-In, je sais pas ce que ça veut dire. Lorsque j'ai rencontré Monsieur Flint pour la première fois, j'ai supposé que la raison pour laquelle il vivait seul était parce que c'était soit parce qu'il n'aimait pas être entouré de gens, soit parce qu'il était juste un peu excentrique. Il s'avère que c'est tout le contraire qui est vrai. Enfin, du moins en termes d'appétit social. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois que nous parlons, il semble toujours terminer ses histoires sur un cliffhanger. Parfois, je me demande si c'est sa façon de s'assurer que je reviendrai pour entendre le reste. À propos de Flint, les secrets. Vous dites qu'il y a bien plus chez Flint qu'il n'y paraît? Eh bien, ce n'est guère inhabituel pour un ratnik. Nous venons tous d'horizons différents, alors qu'il n'a pas quelque chose qu'il préfère garder pour lui. Même mon vieux père parle rarement de son passé quant à Monsieur Flint. Eh bien, j'ai certainement appris à le connaître beaucoup mieux, et après tout ce qui s'est passé ces derniers temps, j'ai une idée approximative de ce qu'il pourrait bien cacher. En fait, j'ai posé la question une fois, mais il n'a ni confirmé, ni nié mes soupçons. D'une certaine manière, je suppose que c'est une réponse en soi. À propos de l'homme, notre amitié avec la descendante Givrelune, cela remonte à l'époque de Forgeron de Torche lui-même. La vérité, c'est que même si ce n'était pas le cas, je n'aurais toujours que de l'admiration pour l'actuel
émissaire de Chantelune. Elle est gentille, douce, et je finis par apprendre quelque chose de nouveau à chaque fois que je lui rends visite. Dans des moments comme ceux-ci, son travail ne peut être plus facile que le nôtre. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle parvient toujours à rester si sereine. Je parie qu'elle a assumé bien plus qu'elle ne le laisse entendre. À propos de Varka, j'ai combattu aux côtés de Monsieur Varka contre la chasse sauvage et je peux vous le dire ceci. Ses compétences de combat sont parmi les meilleures d'entre elles. J'ai entendu dire que les chevaliers de Favonius ont été fondés pour défendre leur patrie, tout comme nous, les gardiens de lumière. J'espère qu'un jour, une fois que nous aurons enfin conduit la chasse sauvage de notre kraï, nous pourrons voyager au-delà de ces terres et lutter pour ceux qui y vivent dans la précarité ailleurs également. À propos de Néfer, nos opérations en ville de Nachin sont devenues beaucoup plus fluides ces derniers temps et c'est principalement grâce à la Curatorium des secrets. Ce n'était certainement pas comme ça avant, je peux vous le dire. Avant l'arrivée de Miss Nefer sur les lieux, c'était comme si nous étions engagés dans une bataille constante avec les gongs de la ville, et cela inquiétait mon vieux père. Mais les choses se sont considérablement améliorées depuis. Cela dit, Miss Nefer semble aimer me taquiner avant autant que Monsieur Flint's. Et je dois admettre que cela peut parfois être un peu casse-tête. À propos d'Aino, chaque fois que les gardiens de phare ont besoin d'aide pour réparer des machines complexes, nous avons tendance à demander à l'aide de Miss Aino. Mais elles sont vraiment déterminées à nous apprendre à le faire nous-mêmes. Depuis qu'elle m'a surpris en train d'essayer de réparer quelque chose toute seule, elle insiste constamment pour que j'assiste à ses cours. Comment essayais-je exactement de résoudre ce problème, me demandez-vous? Eh bien, si tu veux savoir, c'était une astuce que j'ai apprise de mon ancien père. Comme il aime le dire, si quelque chose ne fonctionne pas, frappez-le plusieurs fois. À ma grande surprise, celui-là lui a déclenché quelque chose de féroce. À propos de Linéa, donc Linéa, je suppose que c'est une personne qu'on va sûrement jouer plus tard. Mais même dans un endroit aussi diversifié que notre kraï, les dames féeriques comme Miss Linéa sont rares. Au départ, je pensais qu'elle était toujours calme et gracieuse, mais il s'avère que c'était très faux. Par exemple, la première fois qu'elle a vu un Édon, elle était extrêmement excitée qu'elle s'est pratiquement jetée sur lui. Cela l'effrayait. L'édon, c'est quoi? Je sais pas. Cela l'effrayait tellement que maintenant, à la seconde où il entend sa voix, il fonce vers ma lampe. Ah oui, c'est Aédon. Et rappelez-vous, c'est Aédon dont nous parlons ici. Un oiseau messager qui est généralement si imperturbable qu'il ne bronchait pour rien, pas même pour la chasse sauvage. À propos de la déesse de la lune, notre kraï est un Élysée construit par des mains humaines, un rêve maintenu vivant au fil des siècles par le sang et le sacrifice d'innombrables générations de gardiens de lumière. Il y a peut-être une nouvelle divinité en ville, mais je ne pense pas que notre mode de vie changera soudainement à cause de cela. Ce n'est pas que je doute de la déesse de la lune elle-même, loin de là. Je crois simplement que plutôt que d'attendre que quelqu'un d'autre nous sauve, nous ferions mieux de compter sur nos propres forces. Et ben, bah voilà, c'était pas si mal. Bon, c'est sûr que l'histoire était beaucoup plus rapide, hein. Qu'est-ce que ça reste un... ça reste quand même à 4 étoiles. Mais ça a pu pousser un peu plus de ce qu'on savait déjà par rapport au serpent immortel, enfin la quête du serpent immortel et le passé de Léoluga. Parce qu'ils nous ont dit beaucoup d'informations là-bas. Donc on n'était pas perdus, c'était vraiment beaucoup du peaufinage. Mais très cool. Très très cool. À voir maintenant si cette fameuse Lidéa qui est suspensionnée va être un personnage de ces fameuses ombres qui nous ont dévoilées. Telle est la question. En tout cas, des bisous YouTube. Merci d'avoir regardé cette VOD. Et si bien sûr tu as des théories ou d'autres explications sur Eluga, n'hésite pas à en dire. Ciao ciao.